all free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Derby Time, le troisième déjà, qui toutes les 2 semaines vous fera découvrir ou redécouvrir un derby ou une rivalité historique du football mondial à travers son histoire, des statistiques et des rencontres marquantes. Après un passage dans la capitale britannique il y a 2 semaines, direction aujourd'hui Berlin en Allemagne. Parmi les nombreux clubs que compte la capitale, 2 équipes vont nous intéresser plus précisément aujourd'hui, le Hertha Berlin pour la partie ouest de la ville et l'Union côté est. Pour ce podcast, je serai accompagné comme d'habitude d'Augustin. Salut à toi. Salut Anthony, salut à nos invités et salut à tous nos auditeurs. De Julien Duez, journaliste pour SoFoot, fan des tribunes et du Groundhopping et supporter de l'Union Berlin. Salut à toi Julien. Salut Anthony, salut Augustin et salut à Chris. Et de Christophe, comme tu viens de le dire, alias Chris de France sur Twitter, français expatrié du côté de l'Allemagne et fervent supporter du Hertha. Salut les gars, salut tout le monde et merci pour l'invite surtout. Alors avant de lancer Augustin sur la présentation de l'Union, je voulais rapidement vous remercier de participer au podcast et encore un peu plus à toi Chris qui m'a gentiment soufflé le nom de notre ami Julien pour participer. Donc merci à vous deux pour votre présence. Avec plaisir. On va tout de suite enchaîner sur la partie de présentation comme à chaque podcast. Alors Augustin, je te laisse commencer avec la partie de l'Union. Yes, merci Anthony. Donc pour cette présentation, contrairement au dernier podcast, je préfère un petit peu anglais sous l'histoire de l'Union de Berlin qui est à part, en plus de la partie donc plus générale. Enfin, l'Union Berlin est un club fondé en 1906 sous le nom du SC Olympia 06 pour rester en français. Oberschöneweide est basé à Berlin-Köpenick au sud-est de la capitale Teuton. Surnommé Eisern Union ou simplement Eiserne, leur match à domicile se déroule au stade de Land der Alten Forsterei. C'est le stade à la vieille maison forestière en français qui compte un peu plus de 22 000 places. Mais celui-ci devrait s'agrandir puisqu'un plan de plus ou moins 15 000 places supplémentaires est sur la table aujourd'hui. Le joueur le plus capé à ce jour est Lutz Endel avec 306 apparitions sous le maillot rouge et blanc dans les années 80 et son meilleur buteur est l'international algérien Karim Benyamina avec 87 buts entre 2005 et 2011. Mais pour comprendre justement un peu mieux son histoire, plongeons et continuons en remontant le temps jusqu'en 1949. À cette époque, l'Allemagne fut coupée en 2 et sa capitale avec. Les joueurs de l'équipe première passèrent à Berlin-Ouest et fondèrent en 1950 le SC Union 06 Berlin, alors que de leur côté, les membres du club restés à l'Est renommèrent leur club SG Union Oberschöneweide. En 1966, dans le cadre de la réorganisation du football en République démocratique d'Allemagne, l'Allemagne de l'Est, le club fut restructuré sous le nom du FC Union Berlin et c'est cette date qui marque officiellement la naissance du club. Regroupant principalement des ouvriers qui manifestent une hostilité totale envers la dictature communiste et forgent une identité au look punk, l'Union s'affirme plus sur le plan idéologique que sportif. Son ennemi historique n'est autre que le Dynamo Berlin, club soutenu par la Stasi en ce temps, mais aujourd'hui tombé dans les oubliettes du football allemand en Regionalliga, soit la 4e division. Enfin bref, après la réunification allemande, en raison de problèmes financiers, l'Union aura galéré avant de pouvoir se stabiliser en Bundesliga 2, la 2e division, dans les années 2000. En 2001, le club participe pour la première et unique fois de son existence à la Coupe d'Allemagne après une qualification acquise au tir au but contre Mönchengladbach, mais échouera contre Schalke lors de l'ultime rencontre de la compétition. Mais quelques années plus tôt aussi, en 1968, lorsque l'Allemagne était coupée en 2, l'Union remporta, qui était considérée comme une coupe nationale, la Coupe de l'Allemagne de l'Est, et depuis aura aussi remporté un autre titre avec le championnat de 3e division en 2009. Pour rentrer un peu plus dans l'histoire, l'équipe accédera à la Bundesliga pour la première fois en fin de saison 2018-2019 en remportant des matchs de barrage contre le VfB Stuttgart. Et si son palmarès n'est pas bien fourni, le club est aujourd'hui l'une des équipes de football de Berlin les plus connues et est considéré par beaucoup de ses supporters comme de ses membres et peut-être même par les Berlinois en totalité comme une équipe culte. Enfin, pour les puristes du football allemand, comme pour les amateurs, on peut ouvrir une petite parenthèse musicale avec un extrait de l'hymne de l'Union qui évidemment résonne dans les travées du stade avant chaque match, Eisern Union.
voilà pour cette petite écoute. Alors, j'ai une première question à te poser, Julien. Si tu devais citer justement un ou deux faits particuliers sur le club de l'Union, lesquels te viennent à l'esprit, lesquels tu retiens? Alors, il y en a tellement parce que, comme tu l'as très bien dit, c'est un club qui a réussi au fil des années à se construire une histoire, une légende au point de devenir un club considéré comme culte. Je pense que l'un des faits les plus marquants, c'est la construction du stade, la reconstruction du stade même en 2009 par les supporters. C'est un événement qui a fait date dans l'histoire du club parce que c'est quasiment unique finalement d'avoir des fans qui donnent de leur temps, qui ont accumulé des centaines et des centaines d'heures de travail simplement pour que leur enceinte reste aux normes du football professionnel. Et ça restera vraiment dans l'histoire récente de l'Union Berlin un événement qui fera date et qui a contribué à l'ancrer un peu plus dans la légende. L'autre événement, en fait, c'est finalement quelque chose qui se passe aussi en dehors du terrain, mais toujours au stade. Un stade qui a pour surnom le Wohnzimmer, donc le salon, en fait, pour dire à quel point les supporters le considèrent comme leur deuxième maison. C'est le Weihnachtssingen, qui est en fait, depuis 2013, une grande cérémonie finalement de chant de Noël où les supporters se réunissent au stade avec des petites bougies et des carnets de chant et chantent tous ensemble des chansons de Noël, ce qui est finalement symboliquement assez fort parce qu'il faut savoir qu'en RDA, les fêtes de Noël, comme c'était considéré comme une tradition chrétienne et que sous le socialisme, la religion n'avait pas vraiment lieu d'être, c'est quelque chose qui ne pouvait absolument pas exister. Et ça a commencé par quatre mecs un peu bourrés qui se baladaient autour du stade à Noël. Le stade était vide, il neigeait, il n'y avait personne. Ils ont escaladé la grille, ils se sont dit avec leur bouteille de bière, allez, on va aller au milieu du terrain et on va chanter des chansons de Noël. Et en fait, finalement, l'idée a pris. Chaque année, il y a eu de plus en plus de monde qui s'est rajouté pour finalement qu'aujourd'hui, le stade soit vraiment plein comme un œuf à chaque… je crois que ça se fait en général 4 jours avant le dernier week-end de l'Avent. Et à tel point qu'aujourd'hui, le club a dû prendre des mesures spéciales, c'est-à-dire faire payer l'entrée pour éviter, pour contrôler finalement le nombre de personnes qui assistent à l'événement. Mais évidemment, ce n'est pas pour faire du fric sur le dos des supporters. L'argent est reversé à des bonnes œuvres derrière. Cas, ce sont des faits qui, à ce jour, restent et rendent le club atypique, justement, et je pense que tu nous l'as parfaitement bien expliqué. Du coup, Anthony, je vais te laisser de ton côté développer et faire un petit point sur le Hertha Berlin, justement. Donc le club du Hertha a été fondé le 25 juillet 1892, donc dans la ville de Berlin, surnommé Die Alte Dame, donc la vieille dame en français, et joue dans ses couleurs traditionnelles qui sont le bleu et le blanc. Le club a remporté 2 championnats en 1930 et 1931 et 2 coupes de la Ligue allemande en 2001 et 2002. Il joue au stade olympique de Berlin appelé l'Olympiastadion qui compte 74 228 places. Le joueur le plus capé est le Hongrois Paul Dardai avec 373 caps entre 1997 et 2011. Alors pour la petite anecdote, l'homme est actuellement l'entraîneur du club et son fils est un tout jeune titulaire dans la défense centrale de l'équipe 1. Le meilleur buteur est Michael Pretz avec 108 buts inscrits entre 1996 et 2003. Comme lors de la présentation de l'Union, petite parenthèse, non pas musicale cette fois, mais simplement quelques chants de supporters qu'on peut entendre au moment d'aller dans le stade. Depuis le 27 janvier 2019, Tenor Holding, détenu par l'allemand Lars Windhorst, investit dans le club. Donc, il a directement investi 125 millions pour 37,5% des parts de la structure sportive dont le club est lié. Puis en novembre de la même année, a ajouté 99 millions d'euros donc pour totaliser 49,9%.
le maximum autorisé en Bundesliga à cause de la règle du 50+1 qui empêche un investisseur de prendre totalement les commandes d'une formation. L'homme avait déclaré à l'époque, d'ici 3 à 5 ans, le Hertha devra jouer le titre. Ça leur a permis déjà de dépenser plus qu'à leur habitude sur le marché des transferts, notamment avec les dernières recrues Lucas Toussard pour 25 millions de Lyon, Piatek pour 24 millions de l'AC Milan, Cunha de Leipzig pour 18 millions ou encore Luke Bacchio de Watford pour 20 millions. Le club allemand noue une forte amitié avec le Karlsruher SC, situé non loin de la frontière franco-allemande et qui évolue en Zweite Liga. L'origine de cette amitié remonte au 14 août 1976 lors d'un déplacement des Berlinois du côté de Karlsruhe. Alors Chris, même question qu'à Julien tout à l'heure. Si tu devais citer un ou deux faits particuliers sur le club du Hertha, qu'est-ce qui te viendrait à l'esprit? Bah d'abord, je pense que j'ai envie de mettre l'accent sur les supporters. Sportivement, je pense que tu as bien décrit qu'on n'a pas non plus gagné un max de titres, hein. C'est pas non plus une histoire particulièrement couronnée de succès, mais les supporters s'engagent énormément socialement. Et c'est quelque chose que je veux relever parce que, surtout là, dans cette époque de pandémie, on a beaucoup vu. C'est un club qui prend ses responsabilités, notamment par rapport à la ville. Julien a bien décrit ce que les fans de Union ont fait pour leur stade les fans de Hertha s'engagent beaucoup pour leur ville et notamment il y a eu de nombreuses actions déjà avant la pandémie régulières particulièrement pour les sans domicile fixe de la ville dans les mois d'hiver à Berlin qui sont particulièrement rudes, de leur donner des repas chauds, de leur payer des chambres où ils peuvent dormir. Et pendant cette pandémie, notamment une action pour sauver les bars de supporters qui étaient vraiment en difficulté. Donc beaucoup d'actions sociales et un engagement social très important, et je trouve que ça vaut le coup d'être relevé parce que c'est pas non plus une petite chose. Et deuxièmement, juste parce que je pense que c'est important, vu qu'on est dans un podcast français, c'est peut-être pas mal de le placer. Hertha, c'est souvent en France, ça fait sourire parce que c'est un peu une marque de jambon et puis que ça fait un peu knacky. Mais en vrai, ça n'a rien à voir avec une marque de jambon. Hertha, c'est un nom féminin allemand un petit peu vieillot, on va dire, qui est plus tellement donné aujourd'hui. En même temps, il remonte à longtemps, vu que le club a été fondé en 1892. Et à l'origine, c'est le nom d'un bateau qui a inspiré les fondateurs du club. Et ce bateau avait c'est la légende en tout cas qui le dit, une cheminée bleue et blanche. Et du coup, bleu et blanc, les couleurs du club, avec le prénom Hertha, c'est ça qui a donné le nom au club. Et c'est aussi de là que vient le surnom dit Alte Dame, la vieille dame, parce que justement ce prénom féminin et l'âge de ce club en font un peu une vieille dame. Voilà, c'est les deux faits que je voulais relever, mais il y en a encore de nombreux. Ce club si je peux peut-être placer encore une dernière chose, Il n'y a pas de vous souci, avez dit, vas-y. vous avez dit en intro que c'est plus le club de l'Ouest et Union plus le club de l'Est. C'est quelque chose qu'en tout cas les fans de Hertha aiment pas trop entendre parce que le club de Hertha et je pense le club de Union aussi, ils ont des supporters partout à l'Est et à l'Ouest de la ville et ils en ont toujours eu. Notamment quand la ville était séparée et que Hertha jouait à l'est de l'Allemagne pour des matchs amicaux. Il y avait énormément de supporters de Hertha qui pouvaient enfin voir leur équipe jouer en Allemagne de l'Est. Donc c'est vraiment toute la discussion Ouest-Est, c'est pas vraiment quelque chose qui joue un rôle important pour Hertha de nos jours, et c'est un club qui se dit de tout Berlin et au-delà aussi de Brandebourg, donc la région aux alentours. Il y a énormément de supporters partout dans la région. Et on le voit aussi dans leur engagement social qui se limite pas à un quartier voilà, ou à la région autour de leur stade, mais à tout Berlin et même aux alentours. Je Voilà. vais ajouter quelque chose, si vous me le permettez, Vas-y, il n'y a pas de souci. pour, dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Chris. Euh, En fait, je trouve que les choses ont un peu changé parce que Hertha est, depuis en tout cas la réunification, vraiment considéré comme le club de Berlin, de tout Berlin. C'était d'ailleurs pendant très longtemps le seul club qui avait des boutiques en ville, alors que Union était, comme beaucoup d'autres clubs berlinois, un club de quartier. Plus que le club de Berlin-Est, c'était le club de Berlin-Köpenick, donc l'arrondissement où il est né. Et c'est vraiment depuis peut-être une dizaine, quinzaine d'années que Union a commencé à progressivement devenir un club d'abord populaire dans tout l'est de la capitale, et aujourd'hui retrouve des fans dans tout Berlin, un peu comme le Hertha finalement a des fans dans des arrondissements comme Lichtenberg ou Marzahn ou Friedrichshain, qui sont des districts de l'est de Berlin. Aujourd'hui, finalement, les deux clubs
ont des supporters dans toute la ville, même s'il est vrai, malgré tout, que la majorité des supporters du Hertha se trouvent dans les quartiers qui sont concentrés autour de l'Olympiastadion et que pour les fans de l'Union Berlin, les fans seront plutôt concentrés autour du Stadion an der Alten Försterei. Tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que le Hertha donc joue au Olympiastadion, qui est à Charlottenburg. Mais à la base, c'est pas un club de Charlottenburg. Il a été créé à Wedding, donc un quartier plutôt central de la ville. Et c'est aussi un des aspects qui fait que le club n'est pas un club de quartier, parce qu'il ne joue pas dans le quartier d'origine. Et comme tu as très bien dit, Julien, les supporters des deux clubs sont répartis partout dans la ville. Ouais. Merci pour ces éclaircissements des deux côtés. Donc on va un petit peu continuer dans le podcast et avant d'aller plus loin dans la rivalité, je voulais faire un rapide point sur la saison actuelle. Alors je vais commencer rapidement par toi, Julien. L'Union est actuellement 7e, 38 points au bout de 26 journées. Tout simplement, comment est-ce que tu analyses rapidement la saison que l'Union est en train de faire? C'est une très bonne question, je ne sais pas. Honnêtement, quand je suis un peu les discussions de fans, que ce soit sur des forums ou sur Twitter, et tout le monde en fait a l'impression de vivre un rêve éveillé parce que l'année dernière, Union est monté en Bundesliga pour essayer de ne pas être trop ridicule. Finalement, ils se maintiennent. Là, ils en sont carrément à rêver de jouer des places européennes. Je crois que c'est un club qui, contrairement à d'autres équipes de l'Est de l'Allemagne, a réussi à trouver une certaine stabilité, dans le sens où ça fait maintenant 4 ans que Urs Fischer, l'entraîneur suisse qui était avant au FC Bâle, travaille avec un groupe qui a finalement peu évolué. Il a ses cadres, il a ses joueurs de référence à tous les postes et finalement, quand il y a un départ, ça ne va pas casser la dynamique du groupe et c'est cette stabilité, je pense, qui leur permet finalement de réaliser quelques exploits contre des gros noms, même si c'est parfois juste un match nul ou une défaite, mais vraiment qui se joue à rien et qui leur permet voilà, aujourd'hui d'être 7e, de rêver logiquement à pourquoi pas accrocher une place qualificative pour l'Europa League. Mais les supporters historiques de l'Union Berlin, ceux qui ont connu les années de galère, restent toujours très très prudents dans le sens où avant de rêver d'Europe, il faut d'abord assurer le maintien. Et quand l'Union va finir, je ne sais pas moi, perdre un match qui semblait gagner d'avance, je pourrais prendre l'exemple de Mayence, par exemple, qui a eu lieu au début du mois de février, ou récemment, cette grosse défaite 5-2 contre l'Eintracht. Tous ces supporters-là appellent au calme et disent ne les engueulez pas. Rappelez-vous où on était il y a quelques années. C'est déjà génial d'être en Bundesliga et il faut en profiter le plus longtemps possible. Et donc essayer de calmer un petit peu cette euphorie qui peut prendre certaines équipes, certains supporters. Et comme tu l'as dit, d'abord assurer le maintien. Donc un peu la même question de ton côté, Chris. Le Hertha vit une saison un peu plus compliquée, notamment au vu des attentes, et se retrouve actuellement dans la lutte donc, pour le maintien. 14e avec 24 points, donc c'est une saison assez décevante. Ils sortent d'une belle victoire juste avant la trêve, 3-0 contre Leverkusen. Un peu la même question, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Comment est-ce que tu t'analyses tout ce qui vient de se passer? Alors pour faire une analyse complète, je crois que ça nous prendrait à peu près 3 heures, donc on va faire court. Ce qui est sûr, c'est que si cette saison, c'est un peu la saison de Union, c'est très clairement pas la saison de Hertha. On vit une saison absolument catastrophique, et ce serait pas si grave que ça si c'était pas la deuxième de suite, parce que la saison dernière était également catastrophique. Les ambitions que tu avais décrites tout à l'heure du cher monsieur qui a mis énormément d'argent dans notre club, ce sont des ambitions qui ne sont pas du tout partagées par le club lui-même, parce que la situation sportive est absolument pas au niveau où les investisseurs aimeraient qu'on soit. C'est-à-dire qu'on a eu des années et des années de galère où on n'était pas extraordinairement... on ne jouait pas un bon football et on n'avait pas beaucoup de succès. C'est-à-dire que sous l'entraîneur Paldare, à l'époque, on a eu 2-3 années de calme où on était plutôt bon. On a même fait un épisode en Europa League.
Mais ensuite, le club a décidé de se séparer de Dardai et de prendre un entraîneur très jeune et pas expérimenté qui nous a malheureusement pas rendu service. Et ensuite, c'est suivi plusieurs entraîneurs qui n'ont pas eu de succès non plus. Et à la fin de la saison dernière, le club a décidé de faire de grands changements, s'est séparé de nombreux joueurs expérimentés comme Ibisevic, comme Kalou, qui ont quitté le club et qui ont été remplacés par des jeunes joueurs. Tu avais nommé Touzard par exemple, mais sur des positions, surtout les positions offensives, on n'a pas pris de joueurs très expérimentés. Donc ce club n'a aucun joueur vraiment expérimenté. Et ça s'est senti toute la saison, là, depuis le début de la saison. On n'arrive absolument pas à trouver un rythme, on n'arrive absolument pas à trouver le football qu'on a envie de jouer. Et du coup, cet hiver, après une série de défaites, le club s'est séparé de son entraîneur et a repris Paul Dardai qu'ils avaient viré il y a 2 ans, qui maintenant essaye de stabiliser le club, mais on est donc 14e, on a que 1 point d'avance sur l'avant-dernier, donc on est dans une situation vraiment très très précaire. Et même si le club a investi beaucoup d'argent, ça se sait dans le foot, il suffit pas de mettre des millions et des millions d'euros dans une équipe. Il faut aussi avoir les moyens, il faut avoir une politique sportive correcte, et ça c'est pas quelque chose qui a été fait. Donc voilà, on se trouve dans une situation vraiment très précaire et on espère tout simplement terminer la saison, survivre ces derniers matchs et rester en Bundesliga pour que on espère la saison prochaine se présente un peu plus positive. Et sûrement un gros chantier encore dans le club cet été. Je sais pas ce que tu en Absolument. penses. Je pense qu'il y a de quoi faire, en tout cas, comme tu dis, par rapport à la politique sportive et tout ça. On va maintenant remonter le temps et s'intéresser à l'histoire, d'où vient cette rivalité et comment a-t-elle évolué au cours des décennies. Alors, Augustin, tout simplement, je vais te laisser répondre à cette question. Eh bien, si on pouvait résumer en une seule phrase ce derby, cela serait Union Hertha, de l'amitié à la rivalité. Sauf que, bon, bah, ça ne sera pas le cas. Et on va expliquer un peu plus en détail tout ça. Donc, depuis la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989, il est né une amitié, une fraternité, une unité entre les Berlinois. Et pourtant, depuis quelques mois maintenant, la capitale allemande pose son regard et se passionne pour un match de football dont les racines sont intimement liées à l'histoire du mur de la honte, comme on appelle ce mur. Et à défaut d'être le derby qui dépasse tous les autres en matière d'hostilité, celui-ci pourrait bien devenir le plus atypique d'Europe. Gros plan sur le Stadtderby, dont le premier affrontement entre ses deux voisins remonte au 19 janvier 1990, un match amical qui se conclut par le score de 3-2 pour le Hertha. En Bundesliga, le premier derby est très récent, il s'est joué le 2 novembre 2019 avec une victoire de l'Union, 1-0. En tout cas, alors que la capitale était toujours divisée, les habitants de Berlin-Ouest pouvaient venir dans la partie est de la ville, à l'époque où, bien sûr, le mur était toujours en place et l'Allemagne, du coup, coupée en deux. Et parmi eux, quelques centaines de fans du Hertha viennent régulièrement à Köpenick pour soutenir l'Union du coup, venaient plutôt régulièrement à Köpenick pour soutenir l'Union et manifester leur haine mutuelle envers le Dynamo, grand club berlinois de l'époque, instaurant l'idée que tous les supporters de l'Union ne sont pas des ennemis de l'État, pardon, et qui, en revanche, tous les ennemis de l'État sont supporters de l'Union. L'entente cordiale s'instaure entre les ultras des deux camps, à l'image des chants entonnés durant les matchs Union-Hertha, même nation, où nous nous dressons ensemble contre le vent et la mer, le Hertha bleu et blanc et le FCU, ce qui signifie le FC Union. Petit saut de puce dans le temps pour atterrir dans les années 2010, où Hertha et Union se retrouvent dans la Bundesliga 2. Durant cette période, dans l'antichambre de l'élite, Hertha et Union se rencontrent justement 4 fois entre 2010 et 2013, et avec le temps se crée une véritable rivalité sportive. Alors, l'amitié entre fans qui vivaient de l'existence du mur a laissé place à cette division plus économique, plus sociale. Les deux clubs se réclament d'une identité complètement différente. D'un côté, le football populaire qui se veut toujours fidèle à ses traditions, à ses valeurs, malgré les adaptations liées à l'évolution de la Bundesliga et surtout à cette montée de l'Union dans le plus grand des championnats allemands. Et de l'autre côté, le football champagne, à coup d'investissements financiers, de projets sportifs sur le long terme et de recrutements plus ou moins présomptueux avec parfois des grands noms. En tout cas, c'est un derby aujourd'hui qui est assez atypique, comme on l'a déjà dit, et qui représente vraiment la rivalité sportive et surtout la lutte des classes en Allemagne.
Quant à moi, je vais un petit peu ouvrir le sujet aux autres derbies et rivalités de Berlin. Alors, on va essayer de prendre le temps et de faire ça bien parce que c'est pas la journée. Donc, il y a les deux gros clubs que sont le Hertha et l'Union, mais il existe également des plus petits clubs, tout simplement à Berlin, si je peux appeler ça comme ça. Au total, ce sont 46 clubs de football qui sont recensés dans la capitale allemande. Donc, les deux plus connus en Bundesliga jusqu'à la Kreisliga B Staffel 5 pour le plus petit. Alors, juste pour nos deux invités, n'hésitez pas à m'interrompre si au cours des matchs que je vais parler, vous avez des informations supplémentaires. Parce que c'est pas évident à traiter. Donc je vais commencer rapidement avec le Hertha. Donc on a notamment la rencontre contre le SC Tasmania 1900 Berlin, qui a joué une saison en Bundesliga de 1965, la saison 1965-1966. Mais il n'y a pas eu à l'époque de rencontre entre les deux clubs, tout simplement car le Hertha avait été rétrogradé pour infraction de règles. Et c'est le Tasmania Berlin qui a été promu pour toujours avoir une équipe berlinoise en Bundes. Ensuite, on peut rapidement parler du tennis Borussia Berlin, dont la rivalité intense s'est développée dans les années 1950 suite à une proposition de fusion entre ces derniers et le Hertha, qui a été refusée de manière catégorique du côté Hertha. C'est également cette rencontre qui a été le premier derby berlinois en Bundesliga le 16 novembre 1974 à l'Olympiastadion, match remporté 3-0 par le Hertha. Dans les années 1980, il y a eu un nouveau projet de fusion aussi entre le Hertha, le Tennis Borussia Berlin et le Blau-Weiß 90, ainsi que le SC Charlottenburg, mais le plan a échoué, surnommé FC Utopia, par beaucoup de critiques à l'époque. Pour l'Union, je peux rapidement parler du match face au BFC Dynamo, dont Augustin a déjà un petit peu parlé avant, ou du FC Vorwärts, excusez-moi pour la prononciation Berlin, dans la partie est de Berlin, donc avant la réunification. C'était un petit peu les trois clubs phares de la région. Et les deux derniers étaient associés aux organes de sécurité, tandis que l'Union, donc comme l'a développé Augustin un petit peu plus tôt, était un club d'état civil. Donc je cite un petit peu une phrase qui est restée. Tous les partisans de l'Union ne sont pas des ennemis de l'État, mais chaque ennemi de l'État est un fan de l'Union. Donc, voilà ce qui ressortait un petit peu à l'époque et dans la capitale, bien que comme on a un petit peu pu le développer un peu plus tôt, cette opposition Est-Ouest n'est plus aussi intense qu'à l'époque et on peut un peu trouver des fans des clubs, de tous les clubs que j'ai pu parler un peu dans tout Berlin et un petit peu plus même dans la région autour. Donc pour finir ce podcast, on va encore poser quelques questions donc à vous deux. Alors j'ai une première question, donc je vais laisser Julien répondre en premier. Est-ce que vous détestez un club encore plus? Du coup, toi, tu es supporter de l'Union. Est-ce qu'il y a un club que tu aimes encore moins à Berlin que le Hertha, tout simplement? Je vais d'abord donner une réponse très personnelle. C'est que moi, je suis pas allemand et je suis pas berlinois. Donc, en fait, je déteste pas le Hertha à proprement parler. Je comprends les Berlinois les supporters de l'Union qui détestent le Hertha. Moi, c'est pas mon cas. Tu l'as rappelé dans l'exposé historique, il y a eu une amitié due au fait que les deux clubs étaient séparés par un mur et que par conséquent, ça avait un peu, oui, contribué à créer des liens où finalement les Berlinois, qui sont des gens très fiers à l'intérieur de l'Allemagne et qui, en ce sens, se différencient beaucoup du reste des Allemands, avaient noué des connexions les uns avec les autres. Et ce match de la réunification que vous avez évoqué en 90 en est la meilleure preuve. Après, par la suite, les générations ont un peu changé. Et le président d'Union, Dirk Zingler, disait l'année dernière, quand le derby est revenu en Bundesliga, la relation entre le Hertha et l'Union, c'est un peu comme une relation épistolaire entre correspondants. On s'écrit des lettres, on apprend à se connaître, on se fait une image de l'autre et on pense qu'on s'aime. Et puis un jour, on finit par se rencontrer en vrai et on se rend compte qu'on se ressemble en fait pas du tout et finalement, on n'a pas grand-chose en commun et on ne s'aime pas autant qu'on l'aurait supposé. Et ça, c'est vraiment, je pense, ce qui résume le mieux la rivalité qui existe entre Hertha et Union. Après, encore une fois, Berlin, il faut resituer la ville dans le contexte de l'Allemagne réunifiée. Berlin, c'est une ville pauvre. C'est vrai que si le Hertha a des investisseurs qui investissent beaucoup plus de moyens qu'Union, la base du Hertha reste très populaire. Je n'irai pas jusqu'à dire prolétaire, mais elle ressemble en beaucoup de points à celle d'Union. Seulement, voilà, il y a
cadre géographique qui fait qu'on choisit son camp et on n'en bouge pas derrière. Moi, je n'ai pas forcément de club que je déteste à Berlin. Par conséquent, même si c'est vrai que le Dynamo Berlin, aujourd'hui encore, est vraiment un club à part. Et la plupart des supporters de l'Union détestent le Dynamo Berlin parce que historiquement, c'est lui le vrai rival. Ce n'est pas le Hertha contre qui Union a joué peut-être 6-7 matchs. C'est vraiment le Dynamo qui avait un public complètement aux antipodes de celui de l'Union, qui était supporté par le régime et qui par conséquent était vraiment le rival absolu. Et d'ailleurs, après la réunification, les matchs les plus chauds, c'était certes contre le Hertha, mais c'était surtout quand la réserve de l'Union Berlin jouait contre le Dynamo Berlin en Regionalliga. Ça, c'était vraiment les matchs qui étaient les plus fous à suivre parce que en fait, ça finissait forcément par des immenses bagarres entre camps opposés, que ce soit dans les tribunes ou dans la rue. À tel point que l'Union a fini par dissoudre son équipe réserve à la fin de la saison 2014-2015, non pas à cause de la rivalité à cause face au Dynamo, pardon, mais parce qu'en fait la réserve coûtait trop cher et donc ils ont préféré développer l'équipe U19. Mais il n'empêche que malgré tout, le poids de l'histoire fait que le rival absolu de l'Union Berlin, c'est le Dynamo et pas le Hertha. Juste, Julien, je me permets de te poser une petite question parce que justement, je voulais rebondir sur ce que tu expliquais entre l'Union et le Dynamo au niveau des matchs en équipe réserve. Est-ce que toi, par exemple, tu as pu assister à ce genre de rencontres, à rester un petit peu peut-être en dehors des bagarres, mais à peut-être les observer aussi? Est-ce que tu as pu voir ce genre de choses-là dans tes déplacements à Berlin? Alors non, parce que le hasard a fait que j'étais jamais à Berlin quand les matchs se jouaient. En plus, c'était une époque où c'était pas diffusé à la télé, donc moi je lisais les comptes rendus dans la presse locale. Mais bon, de ce que j'ai pu en voir, même on trouve des photos encore aujourd'hui que ça se joue au Friedrich Ludwigs Jahn Sportpark, donc qui est le stade du Dynamo, ou à l'époque au stade de Lichtenberg où la réserve de l'Union jouait ses matchs à domicile. C'était des matchs où effectivement il fallait quand même avoir les nerfs assez solides et pas forcément venir seul quand on affichait les couleurs de l'un ou l'autre camp, parce que la détestation est vraiment totale. Et autant la politique ne joue pas un rôle aussi grand que ce qu'on pourrait faire croire entre le Hertha, club de droite, et l'Union, club de gauche. Ça, c'est un fantasme qui n'est pas vraiment avéré. En revanche, c'est vrai que depuis la réunification, le noyau dur des ultras, voire même des hooligans du Dynamo Berlin est très fortement marqué à l'extrême droite, tandis que celui de l'Union est historiquement plus marqué à gauche. Donc, il y avait en plus de ça ce prisme politique qui est rentré en ligne de compte et c'est beaucoup moins le cas vis-à-vis du Hertha. Même question du coup pour toi Chris. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette rivalité et de la rivalité par rapport aux autres clubs de Berlin, le Dynamo ou tous les autres clubs dont on a pu parler ou dont on n'a peut-être pas parlé d'ailleurs, mais peut-être qu'il y en a un qui te revient plus pour toi. Bah, Julien a très bien décrit la situation entre Union et Hertha. Je pense que surtout quand on regarde des rivalités historiques des deux clubs, c'est très certainement pas Hertha-Union ou Union-Hertha. Donc Union avait cette rivalité contre Dynamo et Hertha a plutôt une rivalité historique avec Tennis Borussia qui était à la base le club voisin. Donc le club voisin est en plus avec un public très différent, donc c'était plus un club de la haute société et Hertha plus le club populaire. Donc effectivement, il y a pas cette rivalité historique qu'ont certains autres derbys où depuis toujours Union et Hertha se détestent. On a parlé de cette amitié, au contraire. La rivalité, pour certains fans, elle a commencé seulement en 2010 quand Hertha est descendu en deuxième division et qu'au moment où ils allaient descendre à un match, il y a des supporters de Union qui sont arrivés au stade olympique avec des bannières avec écrit Absteiger, relégués dessus et en gros se sont moqués de la descente de Hertha. Et pour beaucoup de supporters de Berlin, enfin de Hertha justement, ça a été le moment où ils se sont dit ah ouais d'accord, ok, bon bah merci, votre amitié, hein, vous pouvez l'oublier. Donc la rivalité entre Union et Hertha, c'est un truc vraiment très jeune et c'est quelque chose qui se développe petit à petit
petit. On a vu les premiers matchs maintenant en Bundesliga, donc en première division allemande, c'était l'année dernière. Ou plus précisément il y a 2 ans. Mais c'est donc une rivalité très jeune. Alors c'est difficile de voir comment ça va se développer. Pour moi personnellement, je sais que quand ils sont montés en première division, j'étais plutôt content, d'autant plus qu'ils jouaient contre Stuttgart, donc j'étais content de voir Stuttgart descendre et content de voir un deuxième club de Berlin pour la première fois, comme tu as décrit Anthony, pour la première fois 2 clubs de Berlin en Bundesliga, vu que le seul autre club berlinois qui était en Bundesliga, c'était Tasmania, et c'était vraiment juste parce que Hertha a dû descendre et qu'ils voulaient un club de la capitale en première division, et ils n'avaient rien à y faire, et d'ailleurs ils ont joué la saison la plus catastrophique de l'histoire de Bundesliga. C'est jusqu'à aujourd'hui le plus mauvais club de l'histoire de la Bundesliga. Donc oui, au début j'étais plutôt content, et maintenant c'est vrai qu'il y a donc cette nouvelle rivalité qui se développe. Et le premier match de Bundesliga entre les 2 clubs à la Alte Försterei, ça s'est très mal passé en termes de pacifisme entre supporters. Il s'est passé des choses vraiment pas belles à voir, que ce soit avant, que ce soit pendant le match. Et c'est sûr que ce genre d'événement, ça crée pas une haine, parce que encore une fois les deux camps sont pas si opposés que ça, mais quand même un début de vraie rivalité qui se développe. Et c'est plus contrairement à la plupart des derbys que vous allez analyser dans votre podcast, c'est plus un jeune derby qu'on va pouvoir voir grandir en live, plus qu'un derby historique. Donc c'est pour ça que moi personnellement j'ai pas énormément de ressenti envers Union, même si les matchs contre Union, ça reste très très important pour les supporters des 2 camps, c'est sûr, et ce sera forcément un match à un énorme enjeu ce week-end. Je vais rajouter quelque chose. C'est vrai qu'il ne faut pas minimiser l'importance de ce qui est devenu ce derby. Absolument pas. Aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, c'est le match de l'année. Je pense que tu seras d'accord, Chris, que ce soit côté Ouais. Hertha ou côté Union. C'est vraiment le match que tous les supporters attendent. Après, je pense qu'il y a aussi, et c'est ce que tu as dit en substance, il y a une vraie différence générationnelle qui se fait. C'est-à-dire que les vieux qui ont connu l'amitié, ou alors juste l'indifférence parce que les 2 équipes ne jouaient pas dans la même division. Bon, voilà, c'est juste c'est les 2 plus gros clubs de Berlin en termes de membres, mais ce n'est pas forcément des clubs qui ont une rivalité historique. Par contre, c'est vrai que pour les jeunes d'aujourd'hui, notamment chez les Ultras, moi je vais parler de la scène d'Union parce que je ne connais pas celle du Hertha. Celle d'Union, c'est vachement radicalisé par rapport à ce qu'elle était avant. Le côté, le club punk un peu sympa, etc., ça c'est fini. C'est vraiment fini. Si vous vous rappelez du premier derby qu'il y avait eu en novembre 2019, quand Sebastian Pölter marque le penalty qui donne la victoire à Union, il y a eu tellement de provocations des 2 côtés pendant le match, avec notamment des feux d'artifice qui ont été tirés depuis le bloc du Hertha, qu'à la fin, il y a des mecs encagoulés qui sont descendus sur la pelouse du côté Union, et ils ont été repoussés par le gardien de but de l'époque, Rafa Gikiewicz, et des défenseurs. Et en fait, on a appris par la suite que parmi eux, il y avait des mecs de Gladbach, parce que certains ultras de l'Union ont une amitié complètement informelle avec Gladbach, et leur objectif clair, c'était de traverser le terrain et d'aller se mettre sur la gueule avec les mecs du Hertha. Donc en fait, c'est bien la preuve que même au niveau du public, tout ça en fait a évolué, et l'image qu'on avait des supporters des 2 camps, ne serait-ce qu'en 2013 quand il y avait les derbys en D2, tout ça, ça a complètement changé. Et aujourd'hui, c'est vrai que surtout quand on est observateur extérieur, comme c'est mon cas personnel en habitant en France, en fait, il faut, comme dit Chris, observer ce qui est en train de se passer et constater que la rivalité est en train de grandir, et que c'est un clash auquel on est en train d'assister en direct et qui n'existait pas forcément avant.
Absolument, c'est tout à fait vrai qu'il faut voir la différence donc entre les générations de supporters et comme tu dis, effectivement les ultras pour eux c'est une toute autre histoire. Nous, enfin moi je vous parle comme fan, je suis pas ultra, mais il est évident que pour les ultras, le match de l'année, ça sera toujours le match contre Union, c'est évident et on a vu ça aussi la saison dernière quand, les ultras pouvaient encore, venir voir les matchs, venir voir les entraînements de leur équipe. Ils ont fait toute une scène, je sais pas si tu avais vu Julien, mais il y a des vidéos sur YouTube où on voit les ultras de Hertha qui en gros démontrent à leur équipe que il faut qu'ils gagnent contre Union, il y a pas d'alternative, ça c'est le match qu'il faut qu'ils gagnent. Ils leur ont mis une pression de dingue, un soutien aussi énorme, mais une pression de dingue et bon ça a pas marché, on a perdu le match aller. Mais on a gagné le match retour 4-0, mais c'est effectivement aussi ce que je voulais rajouter à ce que tu disais Julien, c'est que la rivalité énorme qui est en train de se construire, elle aurait pu comment dire, elle aurait pu devenir encore plus forte là l'année dernière, mais avec le Covid, comme les supporters pouvaient pas aller au stade, il y a eu une interruption en fait dans ce développement de cette rivalité au Absolument. moment où elle aurait pu brûler encore plus. Donc c'est à la fois dommage et à la fois peut-être une chance que ça dégénère pas trop. Mais c'est sûr on va voir encore dans les années qui viennent si Union réussit à se maintenir en Bundesliga et que Hertha réussit à se maintenir en Bundesliga, ce qui n'est pas sûr non plus. Donc si les deux équipes atterrissent dans les mêmes divisions, c'est sûr qu'on va voir une progression dans cette rivalité et ça risque d'être impressionnant, je pense. En tout cas, c'est sûr qu'on a plus envie de la voir au stade parce que, comme tu l'as dit, avec le Covid, les supporters sont confinés chez eux et actuellement, elle se vit surtout sur Internet. Et honnêtement, il n'y a rien de plus détestable que des supporters des deux camps qui s'invectivent sur Facebook ou sur Twitter ou sur Instagram en se balançant des gifs et des photos d'insultes. C'est pas du tout, je pense, la rivalité que les supporters des deux camps ont envie d'avoir. Absolument, ouais. Bien, messieurs, je sais pas si je dois vous remercier ou non, mais vous m'avez grillé ma prochaine cartouche, hein, du coup, qui était cette fameuse question du match de l'année. Mais bon, je pense que les grands esprits se rencontrent. On a dû faire un petit peu de télépathie. Enfin, voilà, je sais pas. Mais c'est pas grave, hein, je vous en veux pas. Mais du coup, voilà, cette Hertha Union que vous attendez tant, juste, est-ce qu'on peut encore un petit peu développer dessus si jamais vous avez encore des choses à dire? Mais qu'est-ce qui, pour vous, aujourd'hui, est un enjeu majeur dans cette rivalité et qui la rend en fait de plus en plus grande, et que ce soit en Allemagne ou peut-être même bientôt en Europe, hein, puisque, comme on l'a dit en début de podcast, à chaque capitale, son derby. Et là, en Allemagne et à Berlin notamment, on voit bien que ça commence à prendre, quoi. Alors, je vais proposer ça, tu me contrediras peut-être. Euh, Avant, il y a peut-être encore 10 ans, 10-15 ans, l'Allemagne et la France avaient ce point commun d'avoir un football où la capitale était sous-représentée. Entre-temps, les Qataris sont arrivés à Paris et depuis, le PSG fait son boulot de club de capitale en étant le moteur du championnat. Bon, c'est souvent ce qui arrive dans les championnats majeurs en Espagne, en Angleterre, etc., etc. En Allemagne, c'est différent. Berlin, c'est une ville qui pue le foot, honnêtement, quand on y va. Il y a des stades partout, il y a des clubs partout. Et c'est beaucoup de clubs de quartier, tout le monde joue au foot. Il y a plein d'internationaux qui sont nés à Berlin, qui ont grandi à Berlin, mais sportivement, c'est nul. Enfin, historiquement, c'est nul. Ça n'a jamais été une ville qui a su s'imposer sur la carte du foot allemand. Après, il faut peut-être aussi le voir par rapport au pays qui a un système fédéral, donc tous les pouvoirs ne sont pas concentrés au sein d'une même ville, peut-être que ça joue. Mais finalement, entre-temps, dans l'histoire du foot allemand, il y a des derbys. Je pense à Schalke Dortmund, Bayern Nuremberg, le grand derby du Nord entre le Werder et Hambourg. Tout ça, en fait, c'est des matchs que les gens attendent 1000 fois plus que Hertha Union. Et preuve que finalement, les Berlinois sont très berlinois avant d'être allemands. Hertha Union, c'est le match de l'année pour les Berlinois. Après, les diffuseurs vont évidemment faire le top spiel de la journée à laquelle ils se jouent, mais honnêtement, c'est pas du tout encore considéré comme un derby de culte. On est très très loin de jouer un derby qui a sa place dans les livres d'histoire,
comme peut l'être, comme on l'a dit, le Schalke de Dortmund ou à l'étranger, un Arsenal-Tottenham ou un Classico Barça-Real. Et c'est vrai qu'à Ouais, ce sujet, pardon, j'allais vas-y faire une Augustin. petite parenthèse, mais à ce sujet, en parlant des grands derbies, on n'oublie pas que pour ces derniers podcasts, on avait eu la chance d'avoir un Arsenal Tottenham. Donc, si jamais vous ne l'avez pas fait et vous n'avez pas écouté, je vous invite toujours à le faire puisqu'il est toujours disponible sur nos différentes pages. Maintenant, évidemment, après cette petite parenthèse de com, je te laisse reprendre où tu voulais en venir, Julien. Je voulais laisser la parole à Chris, justement. Donc, Ah, pardon, Chris, du coup, parce qu'en fait, ton nom s'affichait, alors du coup, j'ai cru que c'était toi. Excuse-moi. Vas-y, Chris, je t'en Non, prie. mais Julien a déjà très bien décrit la situation. C'est-à-dire que forcément, quand tu as... en tout, c'est 7 derbys qui ont été joués entre Union et Hertha, dont seulement 3 en Bundesliga pour l'instant. Donc forcément, sur ces 7 matchs, il ne peut pas avoir une histoire aussi impressionnante que dans un derby aussi classique que Dortmund-Gelsenkirchen, par exemple. Mais je pense que c'est la raison pour laquelle, au-delà de Berlin, c'est pas encore l'événement de l'année. C'est évident, c'est qu'il n'y a pas eu encore une histoire assez grande pour que ça le devienne. Euh, Ce qui est sûr aussi, c'est que tant que les deux clubs ne resteront pas un peu plus longtemps tous les deux en première division allemande, ça pourra pas non plus se créer. Il faut bien que les clubs s'affrontent pour qu'une rivalité comme ça, sportive en tout cas, devienne intéressante au-delà de la ville même. Moi, je pense que sportivement, c'est ça qui est devenu très très intéressant, c'est que les deux clubs se retrouvent en Bundesliga, que là, on est dans une situation où c'est justement le entre guillemets petit club Union qui est devant cette saison, clairement devant, et que c'est Hertha qui vit, qui joue pour sa survie cette saison. Donc ça, c'est une situation qu'on n'aurait pas pu s'imaginer, je pense, avant la saison, mais qui rend le derby là dimanche particulièrement intéressant parce que c'est un peu le monde inversé, quoi. C'est le entre guillemets grand club qui est en train d'essayer de ne pas descendre en deuxième division et l'entre guillemets petit club qui lui vit sa meilleure vie et se demande si on va pas faire un petit épisode européen. Donc pour moi c'est ce que je voulais juste rajouter à ce qu'a dit Julien, c'est que le match dimanche a une saveur particulière malgré le fait que évidemment ça n'a pas encore le statut que ça aura peut-être un jour. Dans tous les cas, je crois que ce derby va commencer à devenir le grand derby de Berlin et peut-être égaler les autres derbys qu'on peut retrouver dans les capitales européennes. À ce sujet, d'ailleurs, Anthony, je te laisse développer un petit Et peu. du coup, j'avais un petit peu une question. Alors, vous avez déjà un peu en partie répondu. Et Augustin, on a déjà un petit peu parlé aussi. Je voulais un petit peu comparer le football dans Berlin par rapport aux autres capitales européennes. Je pense à Paris, donc voilà, comme tu as dit, il me semble que c'était Julien qui a parlé du PSG sous l'ère Qatari. Je pense à Madrid où on a deux immenses clubs, hein, je pense on peut les appeler ainsi, qui sont le Real et l'Atlético. Londres, où il y a notamment Tottenham, Arsenal, Chelsea et bien d'autres. Rome, qui a également deux bons clubs, ou encore Amsterdam. On entend souvent sur les médias divers et variés que Berlin, enfin que l'Allemagne a une capitale, donc Berlin, qui n'a pas un grand club au niveau de la scène européenne. Comment est-ce que vous analysez ça? Tu dis toi-même, Julien, que la ville pue le foot. Comment est-ce que vous expliquez qu'il n'y a pas une équipe qui se détache au niveau de la scène européenne, par exemple? Comment vous expliquez qu'il n'y a pas vraiment le Hertha, par exemple, qui va jouer régulièrement les premiers rôles en Ligue des Champions, en Europa League, et qui, par exemple, en Allemagne, c'est Munich, c'est le Bayern, c'est Dortmund, mais c'est pas le club de la capitale. Quel regard vous avez là-dessus? Comment vous voyez un petit peu la chose? Julien avait déjà bien abordé le sujet en expliquant pourquoi justement il n'y avait pas de grands clubs de grands clubs à Berlin, en tout cas grands clubs comme on peut le voir justement dans les villes que tu as décrites. La ville pue le foot, mais surtout elle pue le foot au niveau de la rue, quoi. C'est-à-dire que c'est du foot de rue partout à Berlin. Il y a, comme a dit Julien, des talents, des très grands talents qui en ressortent. Mais les raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de club qui est ressorti sur la durée, qui a fait des histoires européennes mémorables ou quoi, il y a énormément de raisons. Je pense qu'une des raisons, c'est aussi tout simplement que la ville de Berlin est une ville extrêmement grande, extrêmement riche, et que le foot, même s'il se joue à la base populaire énormément, c'est pas le sport numéro un à Berlin.
C'est-à-dire qu'il y a énormément de sports de haut niveau à Berlin. Il y a le basket, il y a le hockey sur glace, il y a le handball. Il y a énormément d'offres sportives dans cette ville qui rendent un petit peu plus, comment dire, qui recentrent pas, comme dans certaines autres villes allemandes, le foot comme ça au plus haut niveau. Si je pense à des villes comme Cologne, c'est clairement le football qui est le sport numéro un. C'est pas nécessairement le cas à Berlin. Mais il y a d'autres raisons forcément, mais très honnêtement, si on commence à aborder ça, ça risque d'être très très long. Je sais pas, Julien, ce que tu veux rajouter? J'ajouterais peut-être juste qu'il y a une raison simple, entre guillemets, c'est que la ville a été coupée en deux pendant près de 30 ans. Et en fait, c'est difficile de construire quelque chose dans une ville qui est coupée en deux, particulièrement quand elle est coupée en deux entre deux pays. Parce que Berlin-Ouest, c'était pas la capitale c'était Bonn. Berlin-Ouest, c'était un îlot, mais où il se passait rien. Il y avait, donc en fait, c'était pauvre en fait Berlin-Ouest, contrairement à l'image qu'on peut peut-être s'en faire. Donc en fait, le Bayern, par exemple, c'est en Bavière, donc la région la plus riche d'Allemagne. Dortmund, Gelsenkirchen, c'est dans la Ruhr, où finalement il y a un club tous les kilomètres, limite un club professionnel tous les kilomètres. Il y a un bassin de population qui est beaucoup, beaucoup plus important à Berlin, donc plus de public, donc potentiellement plus de sponsors, plus d'argent. À Berlin, de l'argent, avant que Windhorst ou c'était des Américains avant, je crois, Ouais. au Hertha, avant qu'ils n'arrivent. En fait, le Hertha, c'était un club lambda. Et en plus de ça, il faut quand même rappeler que le Hertha ne joue pas dans son stade. Le stade olympique, ce n'est pas le stade du Hertha. Enfin, il y a souvent la polémique du Eigenstadion, le propre stade qui revient sur la table. Le stade olympique de Berlin n'est pas un stade qui est taillé pour le Hertha. Et je pense que déjà ça, le fait de ne pas avoir ses propres infrastructures, ça n'aide pas à se développer. Et donc, finalement, effectivement, il y a plein de paramètres qui font que Berlin est une ville à part en Allemagne, avec une histoire à part. Et comme les clubs historiques se sont construits vraiment, vraiment sur la durée avec beaucoup de stabilité, la stabilité, c'est ce qui a manqué à Berlin. Et c'est une ville qui, dans sa situation réunifiée, a finalement une histoire très jeune. Et si quelque chose doit s'écrire, c'est vraiment maintenant que ça va se faire. Bah, merci. En tout cas, je crois que c'est très complet au niveau de cette analyse, on va dire, géopolitique, footballistique, des capitales européennes. Avant de conclure cette troisième émission, j'ai une petite question qui sera peut-être un peu plus relax. Votre pronostic pour dimanche, une idée? Chris? Alors c'est particulièrement compliqué de faire des pronostics en ce moment, sachant que l'équipe est enfin Hertha en tout cas est dans une situation assez particulière. J'aimerais être optimiste quant aux derniers résultats où l'équipe s'est montrée quand même nettement plus stable et aussi plus efficace en offensive. Quand je regarde les forces et les faiblesses d'Union, je dois dire qu'il y a des choses qui me rendent optimiste et des choses qui me rendent pessimiste. Et du coup, en résultat, ça risque d'être un match nul pour moi. Par contre, ce sera très certainement pas un 0-0. Moi, je vois des buts. Et du coup, mon pronostic, alors je suis pas particulièrement bon pronostic quant à mon propre club, parce que c'est pas objectif, hein, j'ai forcément des ressentis et d'émotions là-dedans. Mais je dirais 2 partout, comme ça c'est un beau spectacle, et chaque point nous aide là en ce moment dans cette situation. De mon côté, quand je vois le match aller, qui a été quand même très 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 intense, et qui a prouvé que Union a encore ce manque d'expérience qui lui permet de répondre présent dans les grands rendez-vous. J'avoue que si sportivement il faut absolument gagner après avoir pris une gifle contre Francfort avant la trêve, euh, je ne vois pas forcément l'Union gagner, en toute honnêteté. Je partirais quand même aussi sur un match nul, mais peut-être plus un partout. Très rapidement, Tony, ton pronostic? Je vois aussi un match nul. Alors c'est sûr que ça change
plus, vu qu'il n'y a plus vraiment de supporters. Mais le Hertha reste quand même à l'extérieur, même si voilà, c'est pas un déplacement très loin. C'est vrai que le match aller a été remporté par le Hertha. Il sort d'une belle victoire alors que l'Union sort d'une grosse défaite. Il me semble que de tête, c'était 5-2 face à Francfort. Je vois bien une victoire du Hertha ou alors un match nul. Je sais pas trop me décider. Maintenant, c'est vrai que j'ai aussi un petit peu un penchant affectif pour le Hertha, d'où peut-être mon manque d'objectivité. Allez, on va dire 2-1 pour le Hertha. Mais ça risque d'être très compliqué. Ça, c'est le cœur qui parle. Maintenant, deux cœurs, 2-1 pour le Hertha et un petit peu plus réel, on va dire, un match nul conviendra, je pense, aux deux équipes. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de ton côté avant de terminer? Bah, moi, étant tout à fait neutre hein, dans cette opposition, je vois, au vu de ce qui a été affiché jusqu'à présent, je vois aussi un match nul. Et je rejoins d'ailleurs le pronostic de Julien, hein, je vois un 1-1. Maintenant, bon, bah voilà, les pronos et moi, des fois en foot, soit tout passe, soit rien ne passe, hein, donc, je sais pas si je suis dans ma vie très flatteur pour les deux équipes en disant que le point du nul contentera les deux équipes, mais oui, au vu de ce qui est affiché, pour moi, je vois vraiment un match nul. Et donc, c'est sur ces belles paroles qu'on va clôturer ce troisième podcast. Alors voilà, on te souhaite un maintien, Chris, pour la fin de saison. Et pourquoi pas une petite place européenne pour vous, Julien. Donc, je sais pas, un grand merci encore à vous deux d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, c'était bien sympa. Et puis ouais, bah, pareil, hein, j'espère qu'on va rester en première division et que Union restera aussi, parce que mine de rien, c'est quand même un sacré match qu'on peut voir, et ce serait dommage qu'on l'ait plus dans les années qui viennent quand on pourra retourner au stade. Bon, il me semble que Absolument. du moins pour cette saison, l'Union, c'est quasiment acté, hein. Je sais pas si Oui, oui, c'est fait, c'est fait. Union, mathématiquement c'est fait. Maintenant, si ils ont quand même pas mal de points d'avance, Union, ils j'ose peuvent plus espérer descendre. que voilà, c'est ça. C'est déjà fait mathématiquement, c'est ça? Bah, vu les résultats des équipes qui sont au bas de tableau et le nombre de points Hmm. qu'elles ont, c'est quasiment, c'est pas mathématiquement fait, Oui, mais voilà, mais il c'est faudrait acté, quoi. Il y a il plus. faudrait une grosse catastrophe pour l'Union. Donc, Ouais. Julien aussi, un petit mot de la fin. Bah déjà, merci de nous avoir invités pour parler d'un beau match, d'un beau derby. Bonne suite à votre émission et Daumen drücken, comme on dit en Allemagne, pour qu'on puisse vite retourner au stade. Et je pense que ça fera du bien à tout le monde, qu'on soit pour les clubs de Berlin, de France et Peu d'ailleurs. importe le pays, vivement le retour au stade. Voilà, c'est Exact. ça. Et on ose espérer que c'est encore pour cette année, même si on ne sait pas. Enfin bon, quant à vous, chers auditeurs, si ce troisième épisode de Derby Time vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à nous rejoindre sur les comptes Twitter et Instagram, @duo de foot. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain. À très bientôt!